Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir. Vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dr Abdoulaye Taye. Il est enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Il est aussi président de TGL, voir tout, voir grand, voir loin. Il est l'initiateur du RBG Amont, revenu de base généralisée, associé à une assurance maladie obligatoire. Il est aussi opérateur politique. Dr Taye, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être présent aujourd'hui. Nous allons débuter, nous allons beaucoup parler d'économie aujourd'hui, mais parlons d'abord de ce qui se passe ces derniers jours au Sénégal. D'ailleurs, le chef de l'État a décrété ce jeudi journée de deuil national pour rendre hommage aux personnes disparues ces derniers jours. Comment est-ce que vous appréhendez ces événements? Ces événements, nous les appréhendons de manière douloureuse et nous profitons aussi de l'occasion que vous nous offrez pour évidemment d'abord présenter nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu des frères, des fils, des sœurs. Et nous souhaitons évidemment que Dieu les accueille dans son paradis. Notre pensée aussi va aux différents opérateurs économiques, à des simples citoyens qui évidemment ont subi des dommages matériels, corporels, et que nous souhaitons évidemment que Dieu évidemment vienne les secourir et leur apporter quelque chose qui les remplace de manière beaucoup plus intéressante. Les événements qui sont passés sont des événements extrêmement douloureux et je pense ceci doit évidemment nous interpeller nos responsabilités individuelles et collectives. Moi, je le dis toujours, nous avons été tous responsables. Le problème tel qu'il est posé, c'est entre une fille nommée Adji Sarr et un candidat à la présidentielle, en tout cas un présidentiable, qu'il a accusé de viol. Les événements qui ont suffi, nous le savons, celui qui a été accusé n'a pas voulu d'abord répondre dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il a voulu répondre, mais malheureusement, il a eu des problèmes avec les agents de maintien de l'ordre, qui lui ont posé un chemin qu'il n'a pas voulu choisir. Et donc la suite, il a été pris, il a été amené devant le juge, il a été entendu comme le juge le voudrait, et ensuite on lui a justement frappé de quelques peines. Il est rentré chez lui avec un contrôle judiciaire. À ce niveau, moi je tire des conclusions. Les conclusions, c'est d'abord d'apprécier la position de chacun, du président de la République, la position de Ousmane Sonko, donc le présidentiable, et ensuite la position de Adji Sarr. Nous avons estimé que le président a réagi un peu tardivement. Lorsque Ousmane Sonko a réagi, je me suis dit que le président devait prendre la parole et lui aussi dire ce qu'il pense de tout ce qui s'est passé. Pour moi, lorsque le président a appris la nouvelle, il devrait normalement appeler Ousmane Sonko ou bien envoyer un émissaire pour lui dire: nous avons entendu une nouvelle qui nous a vraiment bouleversés. Nous ne sommes ni de près ni de loin associés à cette nouvelle-là, et nous allons prendre toutes les dispositions pour que personne n'intervienne au niveau de la justice pour défendre qui que ce soit. Moi, à mon niveau,
je prendrai toutes les dispositions et j'avertirai n'importe quel ministre, n'importe quelle autorité qui voudrait évidemment s'interposer dans le travail de la justice, et je prendrai les sanctions. Rassurez donc Ousmane Sonko, parce que c'est parce que Ousmane Sonko n'a pas été rassuré que Ousmane Sonko effectivement a crié au complot. Et justement, nous sommes tombés dans ce qu'il ne fallait pas. Ce que vous nous dites, docteur Taye, en termes plus simples, c'est que l'État a mal géré cette situation. Enfin, je ne dirais pas mal géré, parce que le président pensait, pour lui, qu'il n'a rien à faire avec cette affaire. Et il a même interdit tout ce qui l'entoure d'intervenir, parce que pour lui, il n'a absolument rien à faire dans cette affaire. Mais il avait sous-estimé qu'ici il y a un problème d'opinion et que quand l'opinion est déjà influencée, c'est cette opinion-là qui va évidemment dérouler toute la suite des événements. Et ça, c'était une sous-estimation de l'opinion. Voilà. C'est pourquoi, de bonne foi, il ne voulait pas intervenir pour dire simplement que ça ne l'intéresse pas, c'est une affaire privée. Mais c'était à même sous-estimer l'opinion. Donc pour moi, il fallait effectivement intervenir, appeler Ousmane Sonko, envoyer un émissaire pour lui dire je suis vraiment très touché, n'est-ce pas, et que ce soit ta famille, que ce soit ton entourage, que ce soit ton parti, voilà, je vous rassure que je ne suis pas mêlé de cette affaire. D'accord. Alors, vous l'avez dit tantôt, c'était une affaire privée, mais beaucoup de choses sont greffées à cette histoire-là. Est-ce qu'on a bien lu le message lancé par les manifestants? Parce qu'à y voir clair, ils ne parlaient pas, ou en tout cas, ils ne sont pas tous descendus pour Ousmane Sonko. Mais autant aussi, le président a réagi tardivement, autant Ousmane Sonko aussi a réagi très prématurément. Parce que Ousmane Sonko s'est lancé dans une accusation de complot, et c'est cette accusation de complot qui a débouché sur ces événements-là. Parce qu'en fait, si le président l'avait rassuré, peut-être Ousmane Sonko tirait, mais je ne vais même pas passer au niveau de la levée de l'immunité parlementaire, je vais directement aller me défendre, aller devant le juge, faire sa déposition, et les choses vont se passer tranquillement et dans le meilleur des mondes. Mais malheureusement, lui aussi, il a réagi prématurément, et là, l'opinion s'est emballée et les dégâts ont été faits. Alors, cette histoire concernait à l'origine Ousmane Sonko et Adji Sarr. Aujourd'hui, ça dépasse leur personne. C'est une affaire nationale avec ces manifestants qui sont des centaines, voire des milliers un peu partout au Sénégal, qui lançaient différents messages. Certains se battaient pour la libération d'Ousmane Sonko, mais il y en a qui réclamaient plus de liberté, plus d'économie, plus de travail. Est-ce que, selon votre appréciation, l'État a aujourd'hui reçu, compris tous les messages de ces manifestants? Moi, je pense que l'État, le président de la République, parce que l'État, c'est pas le président de la République, le président de la République a compris ce message depuis qu'il est au pouvoir. Moi, je ne pense pas que le problème, c'est de ne pas comprendre le message. Le problème, c'est que il y a eu une situation de mécontentement, une situation de marasme économique et marasme social, et il y a une étincelle qui a produit le feu. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là, si peut-être il n'y avait pas le problème d'Ousmane Sonko, on n'aurait pas eu ces événements-là. Et le président va continuer à travailler et dérouler justement son programme social, son programme économique, etc. Donc ici, ce problème-là, Adji Sarr Ousmane Sonko, n'est que l'étincelle qui a fait justement brûler le feu. Mais en fin de compte, je ne pense pas que le président n'a pas entendu la jeunesse. Le président a entendu la jeunesse. Mais le problème en politique, c'est que les gens n'ont pas de solution. Il faut aussi que les gens, à un moment, à un niveau, reconnaissent qu'ils n'ont pas de solution. C'est vrai que politiquement, je ne peux pas prétendre, donnez-moi le pouvoir, je suis le président de la République, et venir aux gens pour dire que je n'ai pas de solution. Mais en fait, moi je dis réellement,
aucun acteur politique aujourd'hui n'a pas de solution pour le chômage, n'a pas de solution pour la pauvreté. Et je défie n'importe quel acteur politique de me donner une solution pour le chômage et une solution pour la pauvreté et une solution pour la santé pour tous. Personne n'a cette solution-là. C'est ça la réalité. Mais ils sont élus pour ça, pour trouver des solutions par rapport à nos problèmes. Justement, c'est parce qu'ils ont élu pour ça, mais ils n'ont pas de solution. Et notre problème, c'est ça. Abdoulaye Wade, on avait de l'espoir. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et pour le changer, faire une alternance, il fallait des morts. Macky Sall, aujourd'hui, a porté les espoirs. Il est venu, mais les gens ne sont pas satisfaits. Il n'a pas pu régler le problème. Demain, peut-être, Ousmane Sonko va venir, il ne réglera pas le problème. Parce qu'ils n'ont pas les solutions. C'est ça la réalité. Il faut que les politiques aillent chercher des solutions et proposer des solutions qui peuvent régler en fin de compte ces situations-là. Ils ne l'ont pas. Vous avez des solutions ou des débuts de solutions, nous allons en parler tout à l'heure, mais parlons de la relance économique avec le chef de l'État. Cette relance économique qui est lancée depuis quelques mois, mais toujours pas de résultats. Est-ce la bonne stratégie ou avons-nous fauté quelque part? La relance économique du chef de l'État, c'est toujours encore les mêmes recettes et qui évidemment donnent aussi les mêmes situations. 300 milliards injectés, 100 milliards par an ne donnera pas la solution. On a commencé l'ADER, tout ce qu'on a vraiment trouvé, ça ne donne aucune solution. Donc, ils n'ont pas encore trouvé les solutions. Quand vous prenez les programmes aussi des opposants, il n'y a rien au niveau de ces programmes-là qui puissent trouver des solutions. Le chômage, ils ne peuvent pas le régler. Ce n'est pas une industrialisation qui va régler le chômage. Et l'industrialisation au XXe siècle, souvent crée plus de chômage que même d'emploi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le numérique. Donc cette industrialisation, au lieu même de prendre beaucoup de bras, en général, peut même créer en fin de compte du chômage. L'autre aspect, je vous donne simplement un chiffre. Prenons par exemple un président qui vient et qui dit je vais créer 1000 entreprises, 1000 industries. 1000 industries, prenons 1000 industries avec 300 personnes par industrie. Ça fait combien? 300 000. Mais 300 000, c'est le nombre de demandeurs qui arrivent par année au niveau du Sénégal. Donc, il ne va pas régler le problème. Avec 1000 entreprises, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour régler ces problèmes-là. L'économie du sous-développement et de la pauvreté, les gens ne le comprennent pas. Nous travaillons sur des économies américaines, sur des économies françaises. Tout ce que nous apprenons à l'université, c'est ça qu'on nous enseigne. Donc, nous ne connaissons pas ce que nous devons faire pour résoudre ce problème-là du sous-développement et de la pauvreté au niveau de ces pays-là. Et c'est ça notre problème et c'est ça notre défi. Alors, docteur Abdoulaye Taye, votre solution à vous, c'est le RBG AMO ou encore la révolution de la redistribution. C'est quoi exactement? Le RBG AMO, c'est un programme qui est ficelé dans 5 opérateurs. C'est pour ça que vous l'appelez le mouvement des 5 doigts. Voilà, c'est le mouvement des 5 doigts. Donc, le premier opérateur, c'est le revenu de base généralisé. Le deuxième, c'est l'assurance maladie obligatoire. Et sa version gouvernementale, c'est la bourse sécurité familiale et la CEMU. Mais la bourse et la CEMU ne sont évidemment que des bribes, n'est-ce pas, des initiatives très timides par rapport justement au revenu de base et à l'assurance maladie. Le troisième opérateur, c'est la bourse universelle pour tous les étudiants. Je l'appelle l'accès universel à l'enseignement supérieur. Le revenu de base, c'est l'accès universel au pouvoir d'achat. Et l'assurance maladie obligatoire, c'est l'accès universel
aux soins et aux médicaments. Et le quatrième opérateur, c'est l'énergie solaire pour amortir, pour décharger le réseau de Sénélec. On va basculer toute la lumière, tout ce qui est lumière, sur les panneaux solaires. Ce n'est pas la même chose maintenant que ce que l'État est en train de faire, le mix énergétique. Dans ce mix énergétique, l'État a préféré faire des centrales et les injecter dans le réseau. Du point de vue de la gestion, ça pose beaucoup de défis aux gestionnaires des réseaux parce que le réseau va rentrer dans des instabilités et souvent, la nuit, presque on ne peut plus utiliser ces centrales-là. Moi, je n'ai pas pris cette solution. J'ai dit, je bascule tout sur les systèmes domestiques et toute la lumière au niveau de la maison, au niveau des bureaux, c'est des panneaux solaires avec des batteries qui peuvent fonctionner ainsi la nuit que le jour. Et le cinquième opérateur, c'est le FICGAP, le Fonds d'investissement et de garantie associé à un actionnariat populaire. C'est avec ce fonds que je vais développer l'agriculture, c'est avec ce fonds que je vais développer l'industrie culturelle, c'est avec ce fonds que je vais développer le sport, c'est avec ce fonds que je vais développer l'informel. Toute l'économie va passer par ce fonds et l'État ne mettra pas un seul sou. Il n'y aura pas de DER, il n'y aura pas, etc. D'accord. Donc c'est un projet en 5 axes. Essayons de disséquer ce projet axe par axe. Déjà, dès le début, dans la première partie, vous dites que les peuples sont otages de des modèles et des systèmes. C'est ça. Le système capitalisme n'est pas mauvais en soi, vous l'avez dit, mais c'est son application qui pose problème. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ce qu'il faudrait changer, c'est justement de repenser notre modèle, c'est-à-dire notre réalité. Retournons nos yeux sur ce que nous avons, sur ce que nous sommes. Malheureusement, dans le commerce des idées, la balance commerciale, notre balance commerciale est déficitaire. Nous importons toutes les idées, tous les concepts, nous n'exportons rien. Et il faut maintenant rompre avec ça. Au niveau de la formation, notre pédagogie, la pédagogie africaine, dépasse largement la pédagogie moderne enseignée au niveau des écoles. Ce que nous faisons dans la formation, ce que j'appelle l'école professionnelle informelle, les ateliers de mécaniciens, les ateliers d'électriciens, dépasse largement ce que nous formons à l'école supérieure polytechnique, etc. On peut former à 18 ans un ingénieur en mécanique. Il rentre à 12 ans et 6 ans encore qu'il le fait dans un atelier, il peut réparer une voiture. Un ingénieur formé à ESP ne peut pas le faire. Donc il faut revenir sur nos fondamentaux, sur notre pédagogie. Le Coran, l'école professionnelle informelle sont des formes de pédagogie qui partent de nos réalités intrinsèques. Nous pouvons parler beaucoup sur ça, mais tant que nous allons apprendre les concepts qui se font au niveau des États-Unis et de la France et les appliquer dans notre réalité, on n'a jamais de résultat. Et ça qu'on a toujours fait. Et on n'a pas de résultat. C'est que du copier-coller qui n'est pas adapté à nos réalités. C'est ça. Donc il nous faut maintenant investir par notre pensée propre, notre réalité, identifier les dynamiques de nos sociétés et essayer de les impulser. C'est à ce prix-là qu'on va se développer. D'accord. Et par rapport donc aux opérateurs de ce modèle RGB AMO, il y a d'abord revenu de base généralisé. Comment va fonctionner cette revenu et aussi la redistribution? Comment financer d'abord déjà, j'allais dire, ce projet? Ouais. C'est assez lourd. C'est ça. Donc ici, à chaque fois, les gens vont vous parler de la faisabilité financière. Nous avons dépassé, nous, dans notre questionnement, parce que nous procédons par une démarche.
Notre démarche est fondée sur 3 principes et 3 critères. Le premier principe, c'est le principe de démocratie. Est-ce que le projet que nous avons est un projet démocratique? Nous devons répondre par oui avant de prendre une décision. Donc nous avons répondu oui parce que c'est un revenu de base universel qui va vers tout le monde et qui sert donc tout le monde et que tout le monde va ressentir. Le deuxième principe, c'est le principe de justice. Est-ce que le revenu de base répond à un principe de justice? Nous avons dit oui. Pourquoi? Parce que ce revenu de base ne crée pas d'inégalité. Ce revenu de base ne va pas opprimer les gens et les mettre dans un truc, ne va pas blesser leur dignité, comme par exemple la bourse sécurité familiale. Dans mon village de Dakar, on prend 5 personnes, on dit voilà, ces 5 personnes sont les plus pauvres du village. Mais ils sont froissés. Le revenu de base n'est pas équitable. Ne cible pas un ménage comme la bourse sécurité familiale, mais le revenu de base cible le citoyen. C'est-à-dire, un ménage de 10 va recevoir plus qu'un ménage de 5. Mais dans la bourse sécurité familiale, on cible un ménage, on ne cible pas de citoyens. Donc je peux vous citer cette faiblesse justement de la bourse sécurité familiale que le revenu de base justement à éviter. Donc on l'acquiert dès la naissance. On l'acquiert dès la naissance. Donc ça existe avant la naissance et ça devient effectif avec la naissance. On n'a pas, parce qu'on est président, on n'a pas de droit. Non. Si on est fils de président, on peut maintenant renoncer à un droit. Si on ne peut pas renoncer à un droit, on peut renoncer à un droit et dire voilà, je renonce à ce droit temporairement. Et là, c'est encore de la solidarité. C'est le troisième principe d'ailleurs qui le fonde. Et le troisième principe, c'est le principe de la solidarité. Et ce principe de la solidarité se reflète dans le fait que c'est justement financé par le budget. Le budget, c'est la solidarité, c'est la contribution de tout le monde. Les critères maintenant. Le premier critère, c'est le critère de faisabilité. Est-ce que c'est faisable? Nous avons étudié la faisabilité financière, la faisabilité technique, la faisabilité sociale, la faisabilité communicationnelle, parce qu'il faut communiquer. Alors, toutes ces faisabilités-là, nous avons étudié, nous avons dit, c'est bien faisable. Financièrement, déjà, l'État trinque, ne peut même pas gérer ce qu'il y a aujourd'hui. Je viens. Alors, le deuxième critère, c'est le critère d'efficacité. Ce n'est pas parce que c'est faisable que c'est efficace. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord que ce soit efficace et ensuite que c'est faisable. C'est le contraire donc de la bourse sécurité familiale. Je le cite, c'est pour comparer, pour amener les gens à comparer. La bourse sécurité familiale est faisable, mais n'est pas efficace. Donc c'est comme de l'argent qu'on a jeté à la fenêtre. Alors, donc critère de faisabilité, critère d'efficacité, et le troisième critère, c'est critère de durabilité. Donc le financement ne dépend pas d'une personne ou bien d'une situation, etc. C'est un financement qui dépend du budget. Maintenant, au niveau de la faisabilité financière qui intéresse en fin de compte les gens, nous allons financer le revenu de base sans toucher au budget. Sans toucher au budget. Sauf exception faite, les dépenses sociales qui sont liées au budget, nous allons les récupérer pour les faire rentrer dans le financement du RBG. À part ça, nous ne touchons même pas au budget. Comment donc financer ce RBG? Justement, nous avons imaginé 12 solutions. 12. Et nous avons cité, nous allons publier seulement 4. 4. Voilà. C'est 4. Les 4. Le premier, c'est d'abord ce que nous avons appelé un impôt de résidence. C'est-à-dire, dans un pays comme le Sénégal, nous disons que si quelqu'un vit dedans, il doit justement contribuer. Alors, chaque personne, que ce soit étranger ou bien citoyen, il doit donner 1000 francs. Ça nous fera une somme à peu près de 150 milliards. Nous avons dit qu'il y a eu des exonérations
qui évidemment n'étaient pas justes. Qu'il fallait justement les arrêter, prendre cet argent-là et les mettre au niveau du financement. Et ces exonérations, nous avons pensé à 500 à 600 milliards. Nous avons dit que lorsque vous injectez un investissement, surtout un pouvoir d'achat, il y a ce qu'on appelle la TVA de 18%, et cette TVA va nous donner à peu près 250 milliards, plus 150 milliards, ça fait 400 milliards, plus 600 milliards, ça fait 1000 milliards. Et nous avons dit maintenant le reste, ce sont l'ADER, ce sont le budget de la santé, ce sont etc. Au niveau de l'État, nous l'avons évalué à 500, 600 milliards et ça va nous donner 1500 ou 1600 milliards. Et nous avons financé. Si nous prenons les impôts, les TVA, comment financer les autres projets de l'État? Non, j'ai dit, quand on injecte, quand tu fais un pouvoir d'achat de 100 francs, tu vas avoir 18 francs. Donc, si nous vous donnons à Hassan et aux Sénégalais, nous leur donnons ce pouvoir d'achat de 1500, les 18% vont nous revenir. Vont revenir à l'État. Alors, ce sera du financement. Tout à l'heure, vous parlez des bourses de sécurité, bourses sociales. Vous avez aussi parlé dans votre projet d'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, il y a la CMU qui pose d'énormes difficultés. Les hôpitaux sont dans le désarroi avec ces dettes-là. Et là, vous allez plus loin en parlant d'assurance maladie obligatoire. Voilà. Mais je vais terminer justement avec le revenu de base généralisé. Dans les revenus de base généralisés et l'assurance maladie obligatoire, nous allons avoir ce qu'on appelle un système d'information. Avec ce système d'information seulement, nous pouvons déjà financer les revenus de base. Aujourd'hui, si je vous demande la population du Sénégal, vous allez me dire c'est combien? 17 millions entre autres. Tout le monde. En tout cas, 14 millions, 16 millions, 15 millions, 18 millions. Et avec le revenu de base, en un clic, vous allez avoir le nombre de citoyens dans ce pays-là. Avec ce revenu de base et cette assurance maladie obligatoire, vous pouvez dire à Kédougou, c'est la tuberculose qui est la maladie qui est préoccupante. À Ziguinchor, à Saint-Louis, etc. Avec ce revenu de base, vous pouvez dire qu'au Sénégal, à la minute, il y a tant de décès. Il y a tant d'enfants qui sont nés. Vous pouvez faire vos projections, vos planifications. Nous avons un système d'information qui est extraordinaire, qui fait que même si un Canadien vient pour dire je vais en fin de compte investir à celui, on peut lui donner des informations, on peut lui vendre des informations sur le pouvoir d'achat, sur l'âge, sur la santé, sur. Là, c'est le revenu de base qui peut le faire. Avec ce revenu de base, il n'y a plus d'extrait de naissance, ça ne se pose plus. Parce que tout le monde va chercher des extraits de naissance parce qu'il faut avoir ce revenu de base-là. Je pouvais vous citer un ensemble d'impacts social, économique, culturel, etc., qui sont liés justement à ce revenu de base-là. Maintenant, l'assurance maladie obligatoire. L'assurance maladie obligatoire, ça fait répondre à quoi? Aujourd'hui, on a des CMU. Mais le niveau de pénétration de la CMU, c'est presque 20% ou 30 ou 50%. Les gens ne sont pas rentrés. Mais si tu le fais obligatoire, c'est 100%. Mais nous n'avons pas dit obligatoire, mais nous devons donner aux gens les moyens de remplir obligatoire. Parce que nous avons dit revenu de base généralisé associé à une assurance maladie obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, avant que Hassan puisse recevoir son revenu, il faut que Hassan paye sa prime d'assurance. Il faut que Hassan paye son impôt de résidence. Et comme ça, Hassan va recevoir son revenu de base. Parce que Hassan sait qu'il va recevoir plus qu'il va donner. Hassan, même s'il va aller faire un crédit, Hassan va le faire et on va lui donner. D'accord. Alors, il nous reste... c'est obligatoire. Il nous reste et avec ce revenu de base obligatoire, on va injecter plus de 400 milliards dans la santé, ce qui ne s'est jamais passé. Aucun budget de la santé n'a jamais atteint
400 milliards. Alors, quelque chose qui m'a fait un petit ticket, on va terminer par là parce qu'on nous signale que le temps est terminé. La bourse universelle pour les bacheliers. Aujourd'hui, il y a énormément de difficultés. Vous le savez, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. À chaque année, les étudiants descendent même dans la rue pour réclamer des bourses, alors que la moitié des étudiants n'ont pas de bourse. Aujourd'hui, vous voulez généraliser ces bourses-là. Voilà. Ces bourses, nous allons les généraliser à 100 000 francs par étudiant. Aujourd'hui, c'est une illusion. Que de dire, nous allons mettre en place une capacité d'accueil, d'hébergement et de restauration de tous les étudiants. C'est une illusion. Le nombre d'étudiants croît plus vite que la capacité d'accueil. Et donc, si on veut le faire, aujourd'hui, on a presque multiplié le budget de l'enseignement supérieur. Cette année, 400 milliards, on ne peut pas continuer avec ça. C'est impossible. Donc, il faut que les gens reviennent sur la réalité, face du réalisme. Donc, avec cette bourse universelle, le code, c'est-à-dire que la restauration, l'hébergement n'est plus prise par l'État. C'est l'étudiant qui va se charger de cela. Nous pouvons maintenant encourager, avec notre maquette de cité universitaire, des promoteurs à Bambey, par exemple, qui vont construire et qui vont faire des restaurants, qui vont faire des cités universitaires très modernes, n'est-ce pas, avec des discothèques, des bars, de ceci, etc. Et les étudiants vont prendre leur chambre et payer et se nourrir. C'est comme ça que nous allons le régler. Et si nous le réglons comme ça, l'État n'a qu'à gérer le paiement régulier des bourses, mais l'État ne peut pas gérer est-ce que les étudiants ont mangé, est-ce qu'ils n'ont pas mangé, etc. Les étudiants vont régler le problème avec les promoteurs privés. Et à Dakar, nous pouvons aussi le faire. Et nous avons nos idées et nos concepts pour encourager des promoteurs privés et même des chefs de ménage à héberger des étudiants. Nous avons nos concepts et le moment venu, nous allons les décliner. Docteur Abdoulaye Taye, merci à vous. Merci Hassan. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Vous êtes aussi président de TGL, voire tout, voire grand, voire loin, initiateur du RBG Amont, opérateur politique. Nous nous retrouvons dans 30 minutes pour la version Wolof. Merci à vous, amis téléspectateurs. Le journal, c'est tout de suite.